Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de présentation de Clément Neroy et de l'intelligence artificielle et entrepreneuriat, comment l'un impacte l'autre et comment en tirer parti. Aujourd'hui, je suis avec Clément qui est un serial entrepreneur. Tout d'abord, je vous rappelle un petit peu que j'ai monté le projet The AI Project dans lequel je vous forme à l'utilisation de l'intelligence artificielle et ce pendant 32 heures sur 8 semaines. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet theaiproject.fr. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, Clément, qui maintenant habite en Italie et qui a monté plusieurs entreprises, qui est un serial entrepreneur, comme on dit. Certaines à succès, d'autres un peu avec moins de succès. Et il a notamment commencé à créer un produit de génération automatisée de TikTok et de story ou de réel via l'intelligence artificielle. Il en a tiré quelques enseignements. Il utilise également l'intelligence artificielle au quotidien dans son travail. C'est un influenceur. Il a le podcast maintenant qui commence à être très connu, qui est Les Bâtisseurs. Mais plutôt que de faire un CV fleuve de Clément, puisqu'il y en aurait pour 5 bonnes minutes, je vais laisser Clément se présenter et puis ensuite je passerai aux questions. Clément, je suis ravi de te recevoir. Eh Voilà, bien, merci de l'invitation. Merci de je te l'invitation. présente. Alors pour me présenter rapidement, moi de base j'ai une formation de développeur. Donc j'ai fait des études là-dedans. J'ai toujours aimé beaucoup bidouiller, sur le code et cetera. Après, sans trop savoir pourquoi, je me suis beaucoup dirigé sur tout ce qui était création de contenu, web marketing, ça m'intéressait beaucoup. En fait, si le lien est tout trouvé, c'est que je faisais des sites, des applications, mais je savais pas comment, les refourguer aux gens, quoi. Donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Et donc, ben, dernièrement, donc, j'avais lancé le podcast Les Bâtisseurs, donc on est suivi par un peu moins de 80 000 personnes aujourd'hui sur YouTube. Puis après, il y a les différentes plateformes de streaming en plus à ajouter qui représentent à peu près 10% supplémentaires. Et à côté de ça, aujourd'hui, sur mon activité principale, j'ai une agence de création de contenu qui était plutôt à l'origine plus orientée sur du web marketing. On a petit à petit réorienté avec les dernières tendances qui font que l'organique a pris un poids énorme par rapport à celui qu'il pouvait avoir il y a quelques années. Du coup, voilà, ce mélange dev combiné à création de contenu, moi, avec l'intelligence artificielle qui a beaucoup émergé ces derniers temps, bah, j'en ai entendu un peu plus parler, j'ai commencé à creuser le sujet et j'ai commencé à essayer de l'exploiter au quotidien dans mes différents business, mais aussi au-delà du business, parce que je pense que c'est super important, c'est un truc qui est beaucoup oublié, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que n'importe quelle chose que je fais dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, il y a ChatGPT avec moi, je suis jamais tout seul. J'ai monté j'ai l'air un peu débile des fois. La dernière fois, j'étais à l'aéroport en train de discuter avec mon téléphone. Heu, c'est un truc que maintenant j'applique au quotidien. Voilà, pour la petite Ok. présentation. Super. Eh ben, écoute, je crois que tu es aussi, je ne sais pas si on a le droit d'en parler, mais je crois que tu es aussi derrière quelques chaînes YouTube et quelques personnalités importantes du web français, en tout cas qui ont une grosse influence et qui sont assez connues. Ouais, j'évite de donner les noms pour éviter D'accord, OK. de Mais en tout mélanger cas, les différentes images, mais oui. Clément est aussi parfois la personne qui se cache derrière certaines success stories qui ont lieu sur YouTube. Et si jamais vous êtes une entreprise ou que vous êtes même un YouTuber et que vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider à encore plus vous développer et de manière vraiment pertinente, foncez voir Clément. Je suis sûr que je m'en porte garant sur mon honneur. Voilà. Merci pour, Alors, le petit coup de pub. ah bah non, franchement, je ne le fais pas quand c'est pas mérité, mais de toute façon, tous les gens que je reçois, à chaque fois, s'il y a des gens qui regardent régulièrement les émissions, ils vont se dire non mais Charles, à chaque fois tu fais la promo. Bah oui, mais malheureusement, j'invite que des gens extraordinaires. Alors j'y peux rien si voilà, je veux pas dire du mal de gens de toute façon, les gens sur lesquels je pense du mal, je ne les inviterai pas forcément. Alors, donc, bah, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que ça, c'est assez intéressant. C'est quelle a été ta première expérience avec l'intelligence artificielle? Disons, comment tu as réussi à bien commencer à l'exploiter? Et comment ça a évolué depuis? Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, moi, au début, au tout début, j'ai commencé à utiliser GPT, un peu comme Twitter. Tu te lances dans Twitter, puis Mmh. tu comprends pas forcément, tu pars, et puis après tu reviens, et c'est là que tu commences à utiliser.
et puis tu reviens de plus en plus, etc. Est-ce que ça s'est passé un peu comme ça, ou est-ce Non, que tu es tombé dans le terrier du lapin blanc immédiatement? Raconte-nous un petit peu ton approche alors en avec l'IA. fait, si tu veux, aujourd'hui avec l'IA, il y a 2 choses. Il y a ce que les gens voient en finalité aujourd'hui qui est énormément, ChatGPT. Mais il y a aussi, le machine learning, sur le machine learning, tu as énormément d'outils qui existaient déjà avant, depuis même bien longtemps, et en fait, il y avait l'exploitation des données. Et ça c'est maintenant les gens se réveillent là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une machine, qui a l'air intelligente avec qui ils peuvent discuter, mais ça date, d'il y a un petit moment. Donc moi, ma première expérience, c'est plutôt vis-à-vis de ça en tant que dev, où en fait, je travaillais, avec des gens qui étaient capables de, manipuler ces données-là et d'en tirer, des conclusions. Alors, au début, on foutait un peu dans l'intelligence artificielle, ce qui était tout bêtement des algorithmes un petit peu complexes. Et donc ça servait, beaucoup pour épater la galerie ou pour, lever des fonds. Ouais, on s'en souvient, Hem, hein, 2017, à l'époque, toutes les startups qui levaient, ils ajoutaient .ai et ils levaient 3 millions de dollars comme ça gratuitement. C'était vraiment la folie, et ouais, moi je me alors qu'en demandais fait, bien. c'était des CDIF en cascade, Ah, pour, pour, pouvoir donner l'impression que c'est intelligent. Là, tu vois comme là, le Akinator, par Akinator. exemple. Ouais, c'est typiquement, c'est le truc, tu as l'impression que c'est l'IA, c'en est pas du tout, c'est juste un système, bien poussé de conditions, différentes qui font qu'à la fin, il trouve la bonne personne, quoi. Mais, il y a rien d'intelligent là-dedans. Donc c'était plutôt ça, et après donc l'exploitation des données, c'est-à-dire essayer d'analyser avec le temps, des tendances qu'on n'aurait peut-être pas pu cerner tout seul, grâce à une masse de données qui augmentait, voilà. Et maintenant pour ce qui est de ChatGPT, moi j'ai commencé à en entendre parler tardivement puisque c'était au moment de la sortie du 3.5. Je m'y étais pas intéressé avant. Et la première utilisation que j'en ai eue, beaucoup de monde, la première utilisation qu'ils font là-dessus, c'est: «Putain, c'est nul», et moi j'ai dit: «Oh putain, c'est génial». Même s'ils me répondaient à côté de la plaque, je disais: «Il est exceptionnel». Parce que, on part beaucoup du principe que bon, vu qu'il a répondu à côté de la plaque, c'est qu'il est idiot, il sert à rien. Mais combien d'humains vous répondent à côté de la plaque quand vous leur posez des questions? Il y en a beaucoup. Donc moi, je suis parti du principe qu'effectivement, c'était peut-être la façon dont je pouvais orienter les choses qui allait le faire s'améliorer, et le fait en le fait est qu'effectivement, dès que tu changes juste un prompt, il y a une métamorphose complète, du résultat que tu peux avoir. Donc aujourd'hui, un autre truc, c'est que avec le GPT-4, c'est il explose le GPT 3.5, et moi, il y a beaucoup de monde qui teste, ChatGPT en prenant le 3.5. Généralement, je dis: «Franchement, teste directement sur le 4 et après on rediscute». Parce qu'il y a entre les 2, il y a c'est un monde, Ah, il y a un gap heu, énorme, hein, c'est clair, ouais. hein. Ouais, 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 Moi, je suis d'accord et avec toi. Ouais, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand ils ont branché, avec le web. Là, je me ouais. suis dit, «Ouh là, ah ouais, d'accord, là, on rigole plus». Moi, j'ai mis pas mal de temps à vraiment, prendre conscience de la puissance de l'outil. Je m'y suis vraiment mis quand, j'ai lancé Napoléon World. J'avais besoin de faire des articles SEO. Je savais pas du Mmh. tout comment faire, et du coup, en fait, concrètement, je lui ai juste donné deux-trois consignes. «Sois un expert SEO, réponds-moi comme si tu étais», et en fait, derrière, je lui ai dit: «Pose-moi des questions, relance-moi». Donc vous pouvez faire ça aussi dans ChatGPT, n'oubliez pas. Et du coup, ça a une puissance absolument énorme pour vous aider. Donc, toi, ça a été, la première approche, ça a été technique, à savoir, via des gens qui travaillent avec toi sur de la data analyse, et Mmh. ensuite, en fait, tu t'es mis à utiliser ChatGPT. Ouais. Toi, concrètement, aujourd'hui, tu utilises ChatGPT, mais est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises? Quels sont les principaux outils, Alors, d'IA que tu recommanderais, actuellement pour ton entreprise, enfin, par rapport à ce que tu fais au quotidien pour ton entreprise, mmh. et pour des applications très spécifiques, tu vois? Ou moins spécifiques d'ailleurs, hein? En fait, et en fait, elle est plus compliquée qu'elle en a l'air, cette question. En gros, si tu veux, déjà là aujourd'hui avec un ChatGPT, il y a ChatGPT et puis après il y a l'API, que tu peux exploiter. Alors moi, dans le cadre du dev, ça m'a permis d'ajouter des étapes d'intelligence, de décision, donc quelque chose qui était très automatisé avant. Un truc tout bête, quand tu as besoin de donner, moi je sais pas, tu automatises une tâche et tu as besoin de donner un titre à quelque chose. Avant, tu pouvais pas le faire tout bêtement, donc en tant que dev, tu pouvais pas pré-remplir une case, ce genre de truc. Là, tu peux le faire avec un ChatGPT de manière très simple. Et ensuite, donc il y a beaucoup de monde, il y a pas besoin d'avoir des grandes, grandes compétences en code.
Donc je pense que tout le monde devrait, même s'ils savent pas coder aujourd'hui, s'intéresser à ça, pour avoir juste des bases de code, utiliser ensuite ChatGPT pour écrire le code avec eux, mais au moins comprendre où va ChatGPT, déjà et ensuite essayer d'intégrer là-dedans des systèmes un peu plus complexes qui vont leur permettre, ben, de mettre un petit peu d'automatisation et d'intelligence à certaines étapes. Sachant qu'avec du no-code, ça peut se faire aussi. Par exemple, alors Zapier est le plus connu, il y a aussi Make et N8N. Donc ça, ces 3 outils d'automatisation-là intégrés avec un ChatGPT, en fait, tu intègres des notions d'intelligence dans de l'automatisation. Et là, en fait, ça, c'est colossal comme concept. Ouais, C'est-à-dire que, en termes de déjà même en termes de collecte de données et d'analyse des données, un truc tout bête, ça veut dire que dans les données que tu vas pouvoir collecter, moi sur les réseaux sociaux tout bêtement, je vais pouvoir tracer les publications qui sont faites et au-delà de les tracer, je vais pouvoir aussi les analyser automatiquement. Et donc, je commence à avoir une base d'analyse complète de tout ce qui est fait. Donc, ça va être des analyses des commentaires, ça peut être de l'analyse du contenu directement. Ça peut être, en plus que ça, connecté avec des API qui vont te fournir des données supplémentaires sur le taux de rétention, sur les taux d'engagement, etc. Ça peut être aussi une compréhension de pourquoi le taux d'engagement est plus élevé ou le taux de rétention est plus élevé, pourquoi est-ce qu'il y a une baisse à un moment donné. Donc, c'est-à-dire que voilà, tu peux cerner le fait que bah, voilà, ta vidéo qui fait 1 heure, à 15 minutes, tu as une baisse d'attention qui est plus violente que d'habitude. Et tu peux mettre en face de cette baisse d'attention la transcription de ce moment-là. Et donc, tu peux commencer à stocker aussi le pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a marché. Donc ça, c'est très intéressant et tu peux le faire sans savoir coder. Et ça, c'est quand même ouais. assez Ça, énorme. c'est un point important, je me permets de rebondir dessus. En fait, chez The AI Project, la première semaine, l'objectif, c'est d'aller scraper les tweets d'Elon Musk, en utilisant Python, tu vois? Mmh. Donc en fait, alors déjà, ils commencent par utiliser la console de Google Chrome. Donc ils le font un peu à la mano, ils font du copier-coller, tu vois? Ça, c'est la première séance de 2 heures. En 2 heures, quelqu'un qui n'a jamais touché une ligne de code, qui ne sait pas comment ça fonctionne, qui ne sait pas ce que c'est une boucle, rien du tout, il est capable, via du code, de générer un CSV avec l'ensemble des tweets, des 50 derniers tweets d'Elon Musk. Ça, Mmh. aujourd'hui, concrètement, je vous le dis, hein, moi, j'ai appris à coder en 2017. Ça m'a pris 1 mois et demi avant d'être en capacité de ne serait-ce que de rédiger le script. Pourquoi? Parce que il faut avant tout ça, il faut passer par plein d'étapes. Compréhension d'une boucle, compréhension d'une fonction, compréhension de plein de choses. Et Mmh. aujourd'hui, grâce à l'IA, alors évidemment, ça va pas, parfois, ça ne marche pas du premier coup. Parfois, vous allez avoir des problèmes sur des versions, ou alors parfois, c'est carrément le site qui va vous bloquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez donner à ChatGPT, vous pouvez dire à ChatGPT, voilà mon contexte, voilà comment ça, voilà ce qui se passe. J'aimerais que tu me répondes par rapport à cette problématique. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, et c'est ce que j'ai introduit directement lors de la première semaine, c'est l'utilisation des GPT. Alors, les GPT, c'est quoi? C'est en fait, comme un chat GPT normal, sauf qu'en fait, avant de vous répondre, avant même qu'il s'initialise, on lui a déjà donné des consignes. En fait, il y a des gens qui ont passé du temps à créer un GPT qui va être spécialisé, par exemple, dans la génération du code. Et En fait, ben, on le cadre, en typiquement, fait. voilà, Typiquement, il est exactement. cadré, on lui met des limites. C'est ça. Et en fait, ça lui permet d'être plus pertinent pour aller creuser d'un point de vue statistique dans une partie de son modèle qu'il a appris. Et du coup, il va vous délivrer une réponse qui sera plus pertinente. Par contre, là où j'attire votre attention, c'est qu'il faut être très spécifique avec ChatGPT. Il faut vraiment être retarded user. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il n'est pas omniscient et omnipotent. Donc, du coup, il faut lui préciser le contexte. Voilà, bonjour, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et j'aimerais que tu me répondes de cette façon-là. Par exemple, sur Twitter, si vous lui dites j'aimerais récupérer tous les tweets de telle page internet et vous lui mettez l'URL, il va vous dire ah, ça contredit les normes d'utilisation de Twitter. Donc déjà, il va vous bloquer parce que, je sais pas, éthiquement, c'est pas bien. Bon, bref, peu importe. Bah, faut essayer de passer outre cette limitation qui va peut-être vous être imposée. Un moyen de passer outre cette limitation, ça va être par exemple de ne pas spécifier que c'est le site internet de Twitter. Vous pouvez lui dire non, c'est pas Twitter, c'est un autre site, mais en fait, ça s'appelle quand même des tweets. Et donc, du coup, tu lui dis peux-tu me retrouver les tweets d'une page URL classique de Twitter, mais c'est pas un Twitter. C'est pas sur le site de Twitter. Et en fait, il va quand même réussir. Et là, il va vous sortir un résultat.
Et en fait, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut bien faire attention, c'est de voir comment il va vous répondre. Mais pour revenir sur le sujet du code, à la fin des 4 heures, moi, quelqu'un qui passe chez The AI Project, au bout de la fin de la première semaine, il est capable de collecter en masse de l'information en ligne, sans passer par les API. Les API, je passe après parce qu'en fait, les API, c'est trop facile. Donc, ils voient ça à la semaine 3. D'abord, je les laisse se casser les dents sur la partie crawling du web, via Selenium. Donc, en fait, ça génère une page web sur laquelle vous ne touchez à rien. Et en fait, il va faire ses actions lui-même. Donc, vous devez faire attention. Donc, dans le process d'apprentissage, il y a par exemple le fait qu'on doit faire attention de ne pas faire les actions trop rapidement les unes derrière les autres pour éviter de passer pour un bot, pour éviter de se faire bloquer, etc. On peut faire la même chose sur LinkedIn, par exemple. Moi, je l'ai fait sur LinkedIn. C'est clairement un gain de temps considérable. Au début, vous allez peut-être vous casser un petit peu les dents, vous allez prendre un petit peu de temps pour créer votre script ou votre code. Mais une fois que c'est fait, concrètement, vous avez acquis un super pouvoir que par le passé, vous ne pouviez acquérir qu'en apprenant concrètement à coder et en étant fan de tous ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avant, les développeurs, ils étaient intéressés, et puis plus globalement, les développeurs sont intéressés par le code. Ils aiment la beauté de la technique, en fait. Là, concrètement, grâce à l'IA, vous vous en foutez. Vous cherchez à atteindre un objectif, vous avez une idée derrière la tête, et en fait, l'IA vous permet de débloquer votre champ des possibles. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et moi, c'est vraiment ce que je dis, c'est que The AI Project vous ouvre les portes d'un nouveau monde. Et bon, comme tu le dis, voilà, ça passe par notamment l'utilisation d'un petit peu de code. Ouais, je te laisse continuer. Excuse-moi, mais je rebondissais. Mais effectivement, tant que tu parlais aussi du fait qu'il fallait le prendre un petit pour un idiot. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire et dire pour essayer d'expliquer un petit peu comment fonctionne ChatGPT, c'est qu'il faut que vous imaginiez ChatGPT comme étant une sorte de personne extrêmement intelligente. Genre, elle connaît toutes les choses de l'univers. Elle sait tout, 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 tout. Sauf que de son monde autour d'elle, il y a pas de bruit, il y a pas d'odeur, il y a pas de toucher, tout est noir, elle ne voit rien. C'est juste, elle sait tout, mais il y a rien autour. Et donc, c'est pour ça que le contexte est super important, parce qu'à partir de ce moment-là, en gros, c'est votre boulot d'essayer de peindre le monde autour d'elle pour qu'elle comprenne son environnement et là où vous voulez l'emmener. Si ça, vous le faites mal, eh ben, elle va pas aller à l'endroit où vous voulez l'emmener, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Et ce que je fais moi très souvent, c'est que j'essaye dans mon processus de discussion avec un GPT, c'est de le faire comprendre lui-même le monde qui l'entoure, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais comment dire, j'intègre souvent le fait de me poser des questions. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, si tu as un manque d'informations, pose-moi des questions qui te manquaient. Donc des fois, il m'en pose pas, il me dit j'ai compris. Bon, très bien. Mais des fois, il m'en pose 15 après. Donc ça veut dire que mon contexte il était pourri, il a rien compris. Et, vraiment la Et définition du parfois, il n'en contexte, pose c'est pas. Parfois, il n'en pose pas alors que tu ouais, aimerais qu'il t'en pose. Ça, c'est le plus oui, frustrant, je trouve. mais des fois en plus, mais des fois justement, c'est-à-dire qu'il va quand même dans la direction où tu voulais alors que tu as pas été très précis. Des fois, tu as des coups de peau comme ça où par défaut, il va au bon endroit. Mais c'est très clair qu'à partir du moment où vous définissez correctement le contexte, il y a une précision derrière de réponse qui est décuplée automatiquement. Tu me disais tout à l'heure par rapport aux outils utilisés et par rapport au scrapping aussi. Il y a deux autres points qui sont assez intéressants là-dedans. Moi, sur le scrapping, on s'est amusé à faire un truc avec un ami à moi, c'est qu'on avait scrappé TikTok. On a été récupérer environ 1 million de vidéos sur TikTok. On a tout récupéré, les transcriptions, toutes les stats des vidéos. Enfin, vraiment, on a été scraper ça pour essayer de comprendre un petit peu les tendances, etc. Et essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait rédiger des scripts plus pertinents. Et alors, c'était marrant parce que on a eu des résultats qui étaient complètement improbables. On n'avait pas prévu ça. On a fini par faire des scripts extrêmement efficaces pour buzzer. Sauf que nos scripts marchaient particulièrement en Afrique. En gros, ce qui s'est passé, c'est que TikTok fonctionne pas tellement. Alors, il fonctionne par zone géographique, mais aussi énormément par zone en termes de langue. C'est-à-dire que il a fonctionné par monde anglophone, monde francophone, etc. Le monde francophone entre l'Afrique, Maghreb, la France, et puis je sais pas moi, un Russe qui sait parler français, est beaucoup plus interconnecté sur un TikTok que sur un Facebook, par exemple, où là c'est assez fermé. Ça, c'est dû à l'algorithme qui fonctionne comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous,
bombardant et en ayant les scripts qui tournaient pour aller chercher les vidéos les unes après les autres, on a fini par siphonner en fait plutôt la zone francophone plus qu'autre chose et rentrer là-dedans un biais pour essayer d'avoir du buzz. Mais automatiquement, en termes démographiques, les Africains sont plus nombreux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme, on a fini par l'optimiser sans le vouloir pour faire du score directement, ce qu'il a réussi à faire. Et du coup, on avait raté notre coup puisque en fait, on voulait du buzz en France, puis on buzzait au Mali, en fait. Mais donc, voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc, c'est marrant. Donc, on avait réussi à faire un script un peu près précis qui utilisait en fait les méthodes d'engagement. Il faut savoir que une technique qu'on utilise moins maintenant, mais que j'utilisais à une époque en marketing, c'est que quand tu faisais une publicité, un produit, quoi que ce soit, pour avoir un taux d'engagement qui donnait une impression de masse, tu faisais un petit coup de pub auprès des Marocains, par exemple. Parce que les Marocains ont le like très facile, alors que les Français, non. Bon, après, le Marocain, il est pas là pour acheter ton produit, mais ça, tu t'en foutais. Mais par contre, il créait beaucoup d'interactions, il mettait du like, il mettait du Ah, commentaire, etc. Donc, c'était une technique qu'on exploitait. Et vu que là, notre optimisation qu'on avait fait, nous, avec l'IA, c'était de chercher à optimiser le nombre de vues, de likes, d'interactions, etc., elle a fait son boulot, quoi. Et résultat, en fait, on allait chercher énormément le commentaire, le like. Et ça, en fait, ça se faisait par des appels à l'action qu'elle intégrait de manière assez intelligente avec ChatGPT, hein, dans le processus de rédaction du script. Donc, c'était des trucs typiques. Elle a fini par comprendre que le fait d'intégrer voilà, like si toi aussi tu penses que, ou commente, savoir si tu veux recevoir tel truc, machin en plus. Et tu sais, là-dessus, en Afrique, ça marche assez bien, les trucs en mode commente sommeil et tu dormiras bien ce soir. Tu vois, c'était le genre de truc qui marche extrêmement bien. Et donc, les gars commentaient tous je ça le et vois passer. À machin chaque fois que je buzzait, vois quoi. passer des trucs comme ça, je me dis putain. Et quand je vois le nombre de commentaires et le Ouais. nombre de likes, je me dis putain, mais c'est pas possible. Ouais, et donc, nos C'est scripts ont fini dingue. par tous ressembler C'est à du ça. nudge. Ils ont fini par tous ressembler à ça. Donc ça, c'était pour la petite expérience. Bon, du coup, on a été à côté de la plaque parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait au final, qui était celui de, de réussir à buzzer en France sur du contenu long pour faire de la monétisation rentable. C'est-à-dire qu'on arrivait à le faire, mais c'était pas rentable entre le coût de production et les gains derrière. Bon, donc ça a été raté. Mais par contre, voilà, pour la petite anecdote, ça c'était marrant. Donc, donc ça permet de faire ça. Le scrapping, en tout cas, je pense qu'il y aura une période. Là, on est dans une période de flou dont on peut profiter. Je ne sais pas comment ça sera dans 5, 10, 15 ans. Mais en fait, toutes les datas qui sont aujourd'hui, entre guillemets, publiques, il y a plein de trucs à aller récupérer et à gratter. Et c'est le moment, quoi, parce que c'est encore possible de les récupérer assez facilement. C'est pas dit que ça sera aussi simple dans X années. C'est-à-dire, je me mets à la place des grands groupes, etc., qui ont leur données en public comme ça. C'est une mine d'or pour eux. Ça ferait chier que cette mine d'or nourrisse tout le monde à côté, quoi. Alors, parce que ça a une vraie valeur. Bon, je sais pas, ça c'est, je dis ça comme ça. Et En après, fait, c'est clair que de toute façon, ceux qui ont vécu l'époque bénite, genre vers 2013 dans ces eaux-là, c'est sûr que par rapport à aujourd'hui, ça a bien changé. Là, je fais un peu de pub sur LinkedIn et j'avais oublié que dans une expérience professionnelle précédente, il y a genre 10 ans, hein, j'avais fait un petit peu de pub sur LinkedIn, tu vois. Et par exemple, le coût pour 1000 impressions, à l'époque sur LinkedIn, en 2013-2014, dans le advertising, mmh c'était 0,30 euros, le coût pour 1000. 30 centimes pour 1000 ce qui est ridiculement bas. Il a combien maintenant? Et là, aujourd'hui, là, par exemple, pour un événement, hein, donc même pas. Et en plus, c'était de la pub mal faite, puisque c'était directement un lien vers une présentation Google Slide. Tu vois, donc Mmh. typiquement le truc qu'il faut jamais faire pour créer de l'engagement ou faire en sorte que ça fonctionne. D'ailleurs, ça n'avait pas fonctionné, il y avait une raison. Et là, aujourd'hui, par exemple, pour un événement, pour de la pub pour un événement, c'est 2,60 € les 1000. Donc concrètement, tu vois, sur 10 ans, ça a fait fois 6 ça fait presque fois 4, quoi. Enfin, ça a fait fois 4, ouais. Donc c'est assez important pour eux. C'est une donnée stratégique. Même sur Twitter, par exemple, avant, à l'époque où moi j'ai appris à coder, on pouvait faire par exemple un stream de tweets en fonction des sujets abordés dans les tweets. C'était l'API 1. Et Mmh. depuis qu'Elon Musk il a racheté Twitter, il a coupé tous les accès à l'API. Maintenant, il faut payer 200 $ par mois pour avoir accès juste à cette fonctionnalité-là. Ouais, Donc, ouais. typiquement, par exemple, quand il a racheté Twitter, il a dit ouais, moi je veux évacuer les bots et tout. Bon, bah, il l'a fait, mais de manière assez brutale. Donc, c'est sûr que cette data-là, elle a énormément de valeur. Bah, tu vois Mais sur YouTube.
YouTube, c'est un truc de malade. Toutes les datas, tu les récupères. Aujourd'hui, si tu es créateur du contenu, tu récupères beaucoup, 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 beaucoup de data. Donc, je suppose des boîtes qui font beaucoup de production, tu vois, ils doivent avoir pas mal de données eux aussi, en dehors de YouTube. Et même en public, j'avais fait une interview sur ma chaîne YouTube avec Nicolas Alfonsi, qui est le cofondateur de Jelly Smack, qui sont en termes de création de contenu, c'est la boîte, la licorne qui a défoncé tout le marché là-dessus. Je sais pas combien ils font, mais je crois qu'en termes de masse de création de contenu sur le net, c'est devant Netflix. Hein. Ils sont derrière tous les gros YouTubeurs, MrBeast, etc. Donc c'est colossal. Et il me disait que aujourd'hui, en ayant juste récupéré les données publiques de YouTube, hein, ils n'ont pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit, ils étaient capables de prédire les tendances avec 24 heures d'avance, quoi. Donc les gars savent que voilà, demain tel sujet devrait bien fonctionner. Donc ça donne un comment dire, une avance aux gens qui bossent avec eux qui est incroyable. Dire, tu es un youtubeur qui publie tous les jours, si tu sais le sujet qui va buzzer le lendemain, c'est pratique, hein. Ouais, et puis surtout que tu peux entraîner tes propres IA quand tu as vraiment de la masse monétaire, enfin quand tu as de la masse, quand tu as de l'importance, tu peux carrément disons, récupérer de la donnée et entraîner tes propres IA sur cette donnée. Ce qui est un truc de dingue parce que ça te permet d'être encore plus efficace. Dis-moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous parler d'une fonctionnalité cachée ou sous-utilisée que tu as constatée dans un outil IA quelconque, quel qu'il soit, Mmh. que tu as découvert, parce que ça peut arriver, hein, et qui s'est révélé être un game changer pour toi ou pour tes activités business? Hem, Moi, en fait, c'est pas tant une fonctionnalité cachée, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'automatisation, avec N8N et Make.io. En fait, ce que tu peux faire très facilement, c'est, comment dire? Fine tuner en permanence ton GPT. C'est-à-dire qu'en gros, tu prépares un assistant, déjà tu le préconfigures et tu vas l'intégrer dans une fonctionnalité de base et plus que automatiser ta tâche, ce que tu vas faire derrière, c'est que le résultat, tu vas le valider ou l'invalider et ta validation ou ton refus, derrière est enregistré, il est mis en forme et ça, tu peux l'automatiser aussi et cette mise en forme après, connectée à l'API, permet de fine tuner ton GPT. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des petites boucles toutes bêtes sur des outils comme ça, tu peux, avoir un assistant dans une tâche bien précise qui va s'améliorer avec le temps et qui va aller dans la direction que toi tu veux. Et ça, c'est un truc, qui est énorme. Ça, c'est un truc qui Ouais. est énorme parce que, bah, tu vois, moi, dans la création de contenu, pour faire des titres, pour faire des trucs comme ça veut dire que je peux avoir un assistant avec une base de connaissances qui s'améliore en permanence, en fait. Et qui peut les tester aussi. C'est-à-dire que, tu peux commencer à automatiser ces trucs-là en disant: «Bon, bah, je change le titre toutes les 24 heures et je regarde ce qui se passe dans les stats». Donc tu peux faire des trucs comme ça et puis, bah, tu vois que c'est mieux, que c'est moins bien, que c'est mieux, que c'est moins bien, et ça, tu l'enregistres. Donc en fait, si je comprends bien ta réponse pour la synthétiser, ce qui fait la force de ce que le petit secret que tu as découvert, c'est la façon dont tu peux fine tuner ton chat GPT ou ton Mistral, si tu utilises Mistral par exemple, Mmh mh. en fait, en le nourrissant de contexte que tu récupères par rapport à des choses sur lesquelles tu as un accès, ou sur lesquelles tu as de la donnée et ça te permet ensuite derrière d'optimiser l'utilisation de l'outil, c'est ça? Ouais, grosso modo, c'est ça. C'est pas tant le contexte, c'est plus, il va avoir une réponse bien précise et si sa réponse correspond à ce qu'elle devait être ou non, bah, en fait, tu lui fais enregistrer ça derrière, quoi et ça, c'est pratique avec un Ah assistant OK, en d'accord, je vois ce que particulier. tu veux dire. Donc c'est-à-dire, en gros, tu vas l'utiliser comme ça et après l'autre chose et ça, c'est un truc, pareil, très utile, c'est, que tu peux automatiser, pareil, un fine tuning. En gros, ce que tu peux faire, c'est imaginons, tu as un produit à vendre. OK, il y a un produit que tu veux vendre et tu cherches le meilleur moyen pour avoir des arguments de vente, de malade. Ce que tu fais, c'est que tu vas faire une base de données, mais quand je dis une base de données, c'est un fichier Word, hein, il y a pas besoin de faire un truc, compliqué, hein, où tu vas écrire là-dedans tous les trucs que tu sais, toutes les datas que tu as sur ton produit. Donc si c'est ton produit, tu as des avis clients, tu as une fiche, produit et une description, tu as un à propos sur ta boutique en ligne, tu as tous ces trucs-là. Tu remplis, tu mets le plus de données possible. Et après, ce que tu fais, c'est que tu vas envoyer ce fichier-là à ChatGPT et tu vas lui dire: «Établis-moi un système prompt à partir de ça».
System prompt, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand tu fais un entraînement de ton propre intelligence artificielle, tu vas mettre en face d'une question et une réponse. Donc, en gros, la question et la réponse, donc c'est-à-dire tu vas nourrir ton chat GPT, ton assistant, avec ça, c'est-à-dire la question posée, la réponse attendue. Donc en Hmm. faisant ça avec le temps, en gros, avec une masse de données, je pense à peu près avec 1000 lignes, tu vois, comme ça, grosso modo, tu as ton assistant qui est correctement fine-tuné, tu as une petite base déjà pour qu'il commence à faire les trucs correctement. Et donc en gros, ce que tu fais avec ça, c'est que quand tu as collecté toutes ces données-là, ce fichier-là derrière, tu vas l'envoyer, donc il est fait par ton ChatGPT, tu l'as automatisé. C'est lui qui imagine les questions par rapport à toutes les données que tu lui as filées et qui sait les réponses du coup. Et après, il te sort du coup ça, tu as des milliers de lignes. Ces lignes-là, tu les files à OpenAI qui t'en fait un système fine-tuné et tu as ton commercial. Et alors là, tu le connectes sur ton mail ou sur un chatbot ou sur WhatsApp, peu importe comment tu vends en direct, ou alors même au téléphone, ça te fait ton script de vente qui se met à jour tout seul. Et en fait, il connaît le produit par cœur, il connaît les arguments de vente et j'avais entendu des gars qui faisaient ce genre de trucs qui, eux, avaient multiplié leurs ventes par 2 ou 3. Ah ouais, C'est-à-dire ok. qu'il est meilleur qu'un humain. Parce qu'en même temps, il se fatigue pas, tu vois? Genre, Non, c'est ça. imagine un C'est- c'est- support, qui voilà, même si tu l'insultes, le gars, il est gentil et il te répondra toujours aussi bien. Donc, Ah, espèce de bâtard. C'est quoi le tarif là Bonjour monsieur. tu Alors, vois, il est le jamais tarif. perturbé. Il y a pas eu, tu vois, sa femme, elle l'a pas quitté il y a 2 heures. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. il va pas avoir de biais dans ses réponses à chaque fois. C'est-à-dire Il y a qu'une un fois qu'il outil. est correctement configuré, Il y a un il outil suffira d'IA là toujours parfait. il y a un outil d'IA là que j'ai vu, que j'ai découvert, qui est juste complètement dingue. Évidemment, voilà, non, c'est pas ça. Alors, voilà, c'est le problème avec l'IA, c'est qu'en fait, tu as 50 000 outils. Tu regardes Mmh. dans ta liste, tu vois, puis si tu te souviens pas exactement du nom, c'est compliqué parce qu'ils ont tous des. Tu sais, au lieu de s'appeler Call Platform, un truc comme ça, tu sais, ils vont prendre des trucs qui n'ont rien à voir. Tu es là, tu fais non, mais mec, juste simplifie le nom de ta boîte. Bon, bref, en gros, c'est un système qui te permet concrètement de générer des appels auprès de gens externes. Donc, typiquement, je vais dire voilà, j'aimerais que tu me contactes 1000 personnes et je voudrais que tu prennes ma voix et que tu appelles les gens. Et l'objectif, c'est d'atteindre la prise d'un rendez-vous au sujet d'une formation IA, par exemple. Et ben, j'ai testé, c'est juste flippant pour les commerciaux. En tout cas, pas pour les closers, pas pour les gens qui sont en fin de process de vente, parce que je pense que ceux-là, typiquement, il y a un côté très humain dans la façon de comprendre la personne qui est avec toi au téléphone, l'intonation, etc. Par contre, pour la première phase de vente, à savoir choper le rendez-vous, ça va tout Mmh. changer. Ça va vraiment Mmh. tout changer parce que tu as vraiment l'impression d'avoir quelqu'un au téléphone qui te parle. Donc tu dis oui, allô, bonjour. Clément, je vous appelle parce que voilà, je suis de la société The AI Project. Je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était un enjeu pour vous en ce moment de vous former à l'intelligence artificielle. Mais genre, la voix qui t'appelle, elle est comme ça, elle est humaine. Tu ne vois pas la différence avec. C'est pas robotique, quoi. Et tu es là, et donc tu te dis, mais attends, mais Non, mais tu sais ce qui va les être gens ne drôle, sont c'est pas que prêts. Les gens ne sont tu pas vas prêts. avoir les IA qui vont prendre les trucs entre elles parce que du coup, tu vas avoir, je sais pas, moi par exemple, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais parler à ChatGPT, je vais dire prends-moi rendez-vous chez le coiffeur. C'est ChatGPT connecté à mon planning, qui connaît mes habitudes, Ah, qui c'est sait ça. chez quel coiffeur je vais, qui sait les heures auxquelles je suis disponible, etc. Qui va essayer de me fixer mon rendez-vous sans que je me prenne la tête, puis après je le verrai dans mon calendrier, tu vois. Mais du coup, c'est une version poussée comme ça, appellera directement le coiffeur. Sauf que le coiffeur, s'il est pas con, lui, il aura mis en place un système pour pas se prendre la tête à chaque fois à avoir les clients au téléphone. Tu vois, il a pas que ça à foutre. Au final, le client, il veut Et tu as juste prendre un 2 IA qui rendez-vous. se parleront, qui Ouais, se moi, je racontent des pense trucs, que, ouais. je pense qu'on va avoir ces trucs-là qui vont arriver assez rapidement, c'est-à-dire 2 IA qui vont se faire le rendez-vous en parlant entre elles, tu vois. Ça, franchement, c'est le genre de trucs qui peuvent vite arriver. Ça peut être marrant. Ce qui serait le plus drôle, c'est de voir si tu vois, elles arrivent à détecter que c'est une IA en face. Est-ce qu'elles commencent à se parler pour dominer le monde? «Ah ouais, tu quelle version?» Ah, ce serait rigolo, quoi, mais enfin bon. OK, super, donc Sachant que je me permets d'ajouter ça, sachant que c'est des ouais, trucs qui dis-moi? existent déjà plus ou moins avec, un système qui s'appelle le multi-GPT. Et le principe du multi-GPT, c'est que tu as AutoGPT, différents non? agents GPT.
qui vont discuter entre eux pour atteindre un but commun. Et Ouais. donc, il y avait eu le test qui est le plus connu là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une sorte d'agent GPT central qui est celui qui va être celui qui va définir le contexte et qui va un peu limiter l'ensemble. Et après, c'est le premier agent GPT, tu lui fixes un but et il peut lui-même définir les agents dont il a besoin. Donc, par Ouais. exemple, l'exemple qui est connu là-dessus, c'est fais-moi une entreprise de trombone. Bon. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recruter un directeur pour la logistique, un directeur pour la réalisation du trombone, un autre qui va être commercial, etc. Et donc, et ce qui est marrant, c'est qu'il avait pris en plus des personnalités. C'est-à-dire que pour le marketing, il avait pris Steve Jobs. Pour la logistique, il avait pris Jeff Bezos. Donc, c'est des trucs comme Énorme. ça. Puis après, en fait, chacun a ses propres objectifs. Donc, c'est-à-dire que le gars du marketing, automatiquement, son objectif, c'est de booster le plus possible les ventes et de faire les plus grosses Mhm. marges possibles. Le gars du produit, ça va être d'avoir le produit le plus efficace, un rapport qualité-prix le meilleur possible. Et donc, chacun a ses objectifs comme ça. Et donc, chacun va se battre pour mettre en avant son idée à lui et ses propres besoins, avec un budget central à attribuer, évidemment. Et à la fin, il y avait le business plan complet qui était sorti sur 3 ans pour lancer ton usine de production de trombone, quoi. Et ça Excellent. s'était fait en faisant discuter les GPT ensemble. Alors, il y Donc, a des solutions qui existent. Tu as AutoGPT et tu as Crew.ai, enfin Crew AI. Donc ça, AutoGPT, c'est la version web navigateur, si vous voulez. Et vous avez la version aussi Crew.ai. C'est plus si vous avez déjà quelques notions de code, mais pas besoin de notions de code, puisque vous avez ChatGPT qui code à votre place. Il faut juste bien lui définir le contexte. Ne l'oubliez jamais. Alors, de prochaines questions. Alors j'en ai plusieurs et à mon avis, je te laisserai pick up un petit peu ce que tu souhaites. Alors, de mmh. quelle manière l'IA, ou en tout cas l'utilisation des outils de l'IA, a permis d'optimiser tes process? Bon, tu en as déjà pas mal parlé, donc je ne veux pas être redondant, mais d'optimiser les process au sein de ton entreprise. Bon, on a compris hein, sur l'exploitation de la donnée, notamment des podcasts que tu fais, pour être le plus efficace, comprendre où est-ce que ça marche, comprendre où est-ce que ça ne marche pas, voir où est-ce qu'il y a les taux de drop, etc. Donc c'est plus sur la côté l'optimisation via de la collecte de données et son interprétation. Est-ce qu'il y a un projet ou une tâche spécifique où l'IA t'a particulièrement aidé à optimiser ton efficacité, que ce soit au niveau de l'organisation de ton entreprise ou de la production de tes podcasts ou auprès d'un client, enfin peu importe. Est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose de très spécifique où tu as connu avant l'IA, après l'IA, et tu te dis, OK, clairement, c'est un game changer, ça m'a permis de gagner 10 heures, 5 heures par semaine, tu vois, par exemple. En fait, c'est plein de tâches précises. Alors il y en a certaines, je peux pas les dire parce que, les gens savent pas que c'est de l'IA, donc je dis rien pour le moment. Mais typiquement, bah, pour ce qui va être, rédaction de contrat de base, sur les trucs comme ça, au début d'un projet, ça te sauve, mais c'est même pas quelques heures, ça te sauve, c'est des journées. Tu te mets à la place de n'importe quel gars qui doit lancer son premier projet, ou même une énième entreprise, hein, j'en sais rien, mais qui lance un petit projet comme ça et il a besoin de faire des documents de partout. C'est une horreur. Bon, bah, ça, si tu le promptes correctement, moi, je m'étais amusé à faire l'expérience sur un contrat, alors je sais plus ce que c'était, et co exactement comme contrat, mais c'était un contrat de cadre d'une agence, de création de contenu et je l'ai fait faire par ChatGPT, donc ça m'a pris 10 minutes à tout casser. Et encore, je suis gentil, Ça, 10 c'est le minutes, gain de c'est temps, long. mais sans parler du fait que Et mais tu gagnes alors aussi attends, énormément ce que d'argent par j'avais rapport aux ce avocats. exactement, ce que j'avais par contre, c'est que j'avais à côté un contrat fait par des avocats. Pour faire la comparaison, c'était pareil. Franchement, c'était identique. D'un côté, donc bah, en plus, l'avocat, il te le sort pas en 5 minutes, hein, ton contrat, ça prend un petit peu de temps. Il te le fait payer, cher. Et là, à côté, moi, avec ChatGPT, là, pour le coup, j'avais un contrat de la même qualité, de la même précision, heu et il était nickel, quoi. Donc c'est toujours utile, je pense, d'avoir quelqu'un qui va être, qui a un petit peu de notion juridique parce qu'il peut y avoir des biais, mais et encore parce que genre, par exemple, ce que j'avais fait après, c'est une fois que le contrat était fini, j'avais demandé justement à ChatGPT de chercher toutes les failles dans le contrat, quoi. Et il l'avait super bien fait. Il m'a dit: «Bah, il y a une faille là-dessus sur, la propriété intellectuelle sur tel sujet». Je dis: «Putain, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce truc-là» et c'est pas dit qu'un avocat l'aurait vu aussi à tous les coups. Certains, ils l'auraient vu, d'autres non, tu vois? Tu sais pas, voilà. Et sur des contrats comme ça, alors sur des trucs qui sont extrêmement importants, évidemment, je recommanderais pas de passer tout de suite par ChatGPT parce que tu vas pas voir les erreurs potentielles et donc là, c'est là où tu as besoin de la certification d'un humain qui va voir les erreurs potentielles. Mais sur des trucs comme ça, où c'est des tâches que tu aurais pu, qui sont
importantes, mais pas trop non plus, tu vois? C'est pas des trucs, c'était pas le client de l'année, et pourtant j'avais besoin de faire un contrat sur mesure pour lui, bah, là, j'ai pu le faire, Ouais, c'est ça. typiquement. Et puis, c'est drôle parce que du coup, j'ai mis la question suivante en déjà faite puisque j'avais posé la question en termes de retour sur investissement. Bah, là, typiquement, vous avez dépensé 20 € pour un mois et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser pour faire plein d'autres choses. À la limite, si vous utilisez le playground de ChatGPT de OpenAI, bah, du coup, vous allez avoir une facturation au token, mais bon, ça reste très raisonnable. Bah, là, typiquement, en termes de retour sur investissement, bon, bah, concrètement, 20 € versus 1 500 € quoi. Parce qu'un avocat Mmh. sérieux, il vous demandera pas probablement pas moins que ça pour faire, toutes ces choses-là. C'est sûr, sûr et et certain. Alors, et là, c'est dans le cadre, du boulot, mais en fait, si tu veux, c'est une mais c'est économie que tu pareil fais partout aussi aussi. dans ta vie de tous les jours. Parce que moi, J'ai un typiquement, il y a des trucs genre sur le genre faire ton programme sportif, si tu sais correctement t'en servir, il est très bon à ça. Moi, j'avais un problème au coude, je m'étais blessé au sport, j'ai expliqué très exactement mon problème et cetera. Je m'étais un peu renseigné moi à côté pour le guider correctement sur, OK, quel problème je pense que c'est. Hem Et derrière, je lui ai demandé, voilà, c'est ça le problème exactement. Qu'est-ce que je pourrais faire comme c'est une méthode de rééducation? Parce que c'est une petite tendinite, j'ai pas envie de m'arrêter pendant des mois et il m'a très bien aidé là-dessus et donc là, bah, j'ai plus rien. C'est la rééducation était nickel. Pareil Oula, sur les attention au compléments médecin qui alimentaires, ces regarderait trucs-là. ça. ChatGPT ne fait pas de la pratique illégale de la médecine, ne l'oublions pas. Mais donc allez voir votre médecin, attention, mais Non mais bon, en parce fait, qu'ils si tu aiment veux, pas c'est trop pas quand on tant leur dit ça, ils aiment pas ouais, trop les médecins quand mais on leur mais dit mais moi ça. aussi, j'aime bien quand tout le monde vient me voir plutôt que de faire les choses par soi-même. Il y a aussi ce biais-là. Non, ce que Après je veux dire il y a Ce l'autre que je veux question dire, en qu'on a fait, tu as les extrêmes. Après, ouais, c'est un choix. C'est à toi de savoir où tu mets ta limite. Dire que moi, évidemment, sur une, je sais pas, j'ai une douleur extrême sur un truc et cetera, ça va vraiment pas bien, je vais pas aller demander à ChatGPT, tu vois? Faut pas être con non plus. Si tu veux plutôt qu'utiliser Doctissimo comme plein le font, franchement, tu auras des réponses un peu plus précises avec ce que tu fais sur fait ChatGPT, par Laurent si tu sais bien Alexandre, t'en servir. pour les Parce qu'encore une fois, si tu arrives et que tu dis juste à ChatGPT: «Salut, j'aimerais perdre du poids, comment je fais?» Ben il va être aussi précis que quand tu vas le taper sur Google et que tu prends le premier lien qui sort, hein. Donc ouais. il sera pas meilleur. Maintenant, si maintenant tout est sur toutes les données que tu lui files, il a ton âge, il a ta taille, il a ton poids, il a tes objectifs, il a ton pourcentage de masse grasse, il a tous ces trucs-là, il a tes habitudes, il sait où tu habites. Donc par exemple, je suis à Rome, donc évidemment les plats que je vais devoir manger, c'est pas les mêmes. Bah, automatiquement, là, il sera toujours plus précis. Mais c'est parce qu'il faut que tu aies toi la démarche derrière de savoir faire ça. Si, tu le fais pas, c'est nul à chier les Bah, réponses qu'il te donnera. typiquement, par exemple, je vais rebondir là-dessus parce que typiquement dans un de mes cours là pour la semaine 3, j'explique, l'importance du contexte à donner à ces outils-là parce que sinon il peut te répondre tout et n'importe quoi. J'ai posé une question simple à l'IA qui est, je trouvais pas d'exemple, donc j'ai pris un truc assez simple et puis je lui ai posé ensuite une deuxième question, tu vas voir la différence. Je lui ai posé une première question à l'IA sans lui donner de contexte, sans rien, général. Je lui ai dit: «Bonjour, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses de la flotte d'avions d'Air France?» Tu vois? Il me donne une réponse qui était très neutre. Voilà, Air France a des Boeing et des Airbus, ça sert à ça, 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 ils en ont tant, ça peut évoluer dans le temps, et cetera, et cetera. Ensuite, je lui pose la question, je lui donne le contexte, je lui dis: «Je souhaite que tu me répondes comme si tu étais commandant de bord chez Air France». Là, la réponse, c'était très dans les jugements de valeur, mais positif. Mmh. «Oui, on a, le 777 qui est le plus gros avion pour de bicouloir au monde, nanana», tu vois? Super, super corporate, mais très dynamique, tu vois? Et ensuite, j'ai posé une autre question et là, j'ai posé la question à ChatGPT, donc à mon commandant de bord Air France et un expert aéronautique spécialisé dans la sécurité des vols et qui a lu tous les rapports du BEA et du NTSB. Le BEA, c'est le Bureau Enquête Analyse en France sur les crashs, et le NTSB, c'est l'équivalent, mais aux États-Unis. Et du coup, le commandant Air France, je lui dis: «C'est quoi la sécurité des vols chez Air France?» Il me dit: «Ah là, écoutez, la sécurité des vols chez Air France, c'est le top. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Tu poses la même question, et je te jure qu'il m'a répondu ça. Tu poses la même question à l'expert en aéronautique, il dit: «Alors, la sécurité des vols chez Air France, c'est mitigé.»
Et j'étais là, ah ouais, bah ça c'est un bon exemple pour montrer la grosse différence du contexte et de comment tu peux utiliser l'IA et de quelles sont les erreurs que tu peux commettre, quelles sont celles à ne pas commettre. Et donc, c'est vrai que le contexte, c'est extrêmement important et ça, beaucoup de gens l'oublient, quoi. Et je vais rajouter une petite expérience que j'ai fait qui va faire chier les médecins, mais bon. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'ils, je pense qu'il y a des domaines comme ça où ça peut être bien que ça les aide à faire un peu de remise en question sur certains trucs. Euh, j'ai eu il y a quelques années un zona au pouce et j'ai douillé comme pas possible. J'ai été voir, j'habitais à Paris, j'ai été voir 3 médecins différents. Les gars, un sketch. Ouais, non, t'inquiète, c'est une tendinite. Oh, ça a l'air d'être une piqûre d'insecte. Oh, machin, machin. Ils m'ont foutu toutes les crèmes possibles, tel point que ça a empiré. Les doigts, c'était devenu des saucisses. Ils étaient énormes. Mon zona a commencé à prendre sur toute la main et à monter sur le bras. Une catastrophe. Pendant une semaine après, ils m'ont même fait prendre une attelle, machin, mais n'importe quoi. Et donc, avec ces 3 médecins-là, je finis par, du coup, aller aux urgences et le gars aux urgences, enfin un compétent qui voit le truc, fait: «Bah, attends, non, c'est un zona, tu fais quoi avec ton attelle là?» Je dis: «Bah, moi, c'est des médecins qui m'ont prescrit le truc, donc moi, j'écoute», et il m'a dit: «Et ils t'ont prescrit quoi d'autre? Qu'est-ce que tu mets?» Et là, j'ouvre mon sac et je lui montre les 40 crèmes qu'ils m'ont filées et tout, et sur les notices, c'est littéralement écrit sur ces crèmes: «Ne pas appliquer sur un herpès ou un zona». Littéralement. Et moi, je m'en badigeonnais 3 à 4 fois par jour sur conseil du médecin. Tu vois. Et donc, ils m'ont fait ça. Donc, le gars, évidemment, il me dit: «Bah, Doliprane glace et tu te reposes». Évidemment, Doliprane glace et je me repose, ça a marché. Bon, bah, j'ai envoyé pour tester, j'avais une photo de mon zona au début que j'ai envoyé à ChatGPT. Je lui dis: «Selon toi, qu'est-ce que ça peut être?» Il commence en disant: «Je suis pas médecin, etc. Pas de souci». Mais derrière, il me dit quoi? Il m'a sorti toutes les possibilités. Et après, je lui ai fait Mmh. classer les possibilités par ordre de probabilité selon lui vis-à-vis de ma photo. Et ben, en premier, il m'avait sorti le zona. Donc, Incroyable. c'est-à-dire qu'après, j'aurais quand même été voir un médecin. Mais j'aurais dit, Mmh. et j'aurais été en connaissance de cause en disant: «Vous êtes sûr ça pourrait pas être un zona quand même?» Tu vois? Je l'aurais tourné de cette Mmh. manière, alors que là, j'écoutais aveuglément, sachant pas ce qu'ils étaient en train de foutre avec mon doigt. Résultat, Bah, c'est vrai que ça remet, c'est c'est vrai que ça remet en cause la primauté. Moi, personnellement, par exemple, je préfère subir un diagnostic d'une IA. Je parle de mmh, diagnostic sur une analyse de sang, sur, tu vois, sur une radio, sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je me dis, OK, en fait, l'IA, elle va être capable de détecter des choses que le médecin ne verra peut-être pas. Et puis, à la limite, derrière, tu as le filtre du médecin. Mais par exemple, mmh, moi, j'avais eu un souci. Si j'avais tapé fort avec mon poing sur une fenêtre de voiture, je savais pas que les fenêtres de voiture c'était si solide, tu vois. Et en fait, j'avais mal au poignet, tu vois. Donc ça prouvait bien que j'avais bien tapé. Je m'étais pas fait mal aux phalanges ou quoi que ce soit, mais j'avais mal au poignet parce qu'en fait ça a résonné dans tout le truc, tu vois. mmh. Et en fait, je suis allé à l'hôpital et à l'hôpital, ils ont rien trouvé, tu vois? Et j'ai dû aller voir un deuxième médecin qui a regardé la radio, qui a dit: «Ah oui, si vous avez une petite, fente là, machin». J'ai dit: «J'arrive pas à faire des pompes». Il me dit: «Ah bah ça, vous m'étonnez bien, hein. C'est normal que vous y arrivez pas parce que là, si vous voulez, surtout n'en faites pas, ça risque d'aggraver les choses», tu vois? Pendant 6 mois, je pouvais rien faire, enfin, je pouvais pas faire de trucs, de charge, de machin, sur mon poignet, droit parce qu'en fait, concrètement, bah, il était un peu il y avait des petites fissures, donc ça faisait mal et du coup, ça s'est rétabli avec le temps, tu vois? Mais à l'hôpital, à Lariboisière, ils avaient pas trouvé, il y avait 2 médecins qui avaient regardé, ils avaient rien vu, tu vois? Alors que pourtant, il y avait toutes les faces, tous les trucs en angle, machin, et ils avaient rien trouvé. Donc moi, je pense que sur ce sujet-là, l'IA peut être un outil très intéressant, effectivement, au niveau médical pour l'aide. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sur plein d'autres sujets également. En fait, je Euh, pense que ce qui est intéressant, c'est de faire 2 étapes. C'est d'avoir la première étape qui peut être une étape IA, bien ouais, foutue. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et surtout de retirer le contexte inutile. C'est-à-dire que le médecin, il a le contexte inutile du patient qu'il a vu précédemment, par exemple. ouais. Il a le contexte inutile de la mauvaise nouvelle qu'il a eue le matin même. Mmh. Il a le contexte inutile de le midi, il est invité par un collègue et ils ont bu un coup de trop. Tu vois? Il y a plein de trucs qui peuvent lui faire des Mmh. petites variations comme ça que l'IA n'a pas. Et par contre, en deuxième étape, ça peut être très intéressant après d'avoir par contre le médecin qui intervient, pour aller mettre un peu de doute dans ce qu'a dit l'IA. De le confirmer ou de le refuser. C'est-à-dire que le problème dans l'IA, c'est qu'après, enfin, elle te dit avec énormément d'assurance la connerie, quoi, hein. Je Ouais, il y c'est a vrai pas qu'elle est capable de elle sortir ouais, des énormités. elle te dit pas, «Je pense Elle ça, a mais je pas un suis pas problème de sûr». confiance en elle, l'IA. Ça, c'est sûr et certain, Exactement. hein. Et donc là, ça peut être intéressant d'avoir l'humain qui, lui, va quand même arriver et dire:
Bon, je suis plutôt d'accord avec elle, mais je suis pas sûr, je vais vérifier ça dans le doute, tu vois? Et là, ça peut être intéressant d'intégrer l'étape humaine, mais mais tu vois, sur ce processus au préalable, des fois, limite, je suis pas sûr que l'humain soit toujours meilleur et sur la question de Mmh. l'empathie, on l'a bien vu, il y a eu des tests à l'aveugle, les gens qui discutaient avec un médecin fictif qui était ChatGPT et un vrai médecin de l'autre côté, les gens trouvaient beaucoup plus empathique ChatGPT. Donc Ouais. même sur ces questions-là, bah, en Ouais et puis fait, en plus non, l'empathie, c'est vrai que tu vas peut-être avoir un médecin qui va être très humain, mais en même temps, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est plutôt les infirmières dans les hôpitaux qui sont le côté humain et les docteurs et les médecins sont très froids en général. En même temps, je peux un peu les comprendre. Toute la journée, tu vois des mecs, ils ont une fracture ouverte, bah, oui. ils se font des trucs un peu Non, mais impensables et c'est tout, ça, tu faut pas vois? le prendre personnellement, c'est pas un reproche, c'est Et juste voilà, mais qu'ils le sont humains. problème, c'est que voilà, mais du coup, le médecin, en fait, il est là pour poser un diagnostic et il est là pour prendre la responsabilité du traitement, tu vois? Mais ensuite, en général, c'est plutôt l'infirmière, tu sais, qui passe tous les jours te donner ton traitement, s'occuper de toi, machin. Sur des fonctions, comme ça, où l'humain ne sera probablement pas remplacé et remplaçable, je pense. Là, pour le coup, tu as besoin d'avoir des gens, tu vois, qui font attention à toi. Mais c'est clair que sur la fonction de médecin dans l'hôpital, par exemple, c'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, ça remet beaucoup de choses en cause. Maintenant, une dernière question, et puis après, on va arrêter ce live, mon cher Clément. Euh, on a peut-être un peu abordé ça, mais on va se recentrer sur ton secteur d'activité, ce que tu fais au quotidien. Comment vois-tu l'évolution de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ton secteur d'activité, dans ton entreprise, Mmh mh. dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu vois toi? Est-ce que tu penses à l'intelligence artificielle générale? Est-ce que tu penses que c'est trop tôt? Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans la création de contenu ou même dans les agences? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit peu une overview du futur d'après toi sur l'IA? Qu'est-ce que ça Alors, va faire évoluer? sur l'AGI, j'ai envie de te dire, j'en ai aucune putain d'idée, je prendrai si ça vient. Parce que, il y a des gens 1000 fois plus intelligents que moi qui réfléchissent tous et il y en a aucun qui est d'accord, donc tu vois, à partir de ce moment-là, Bah, c'est clair que sur ce sujet-là, voilà. personne n'est d'accord, quoi. Et là, tu fais, Donc bah, les gars, vous êtes tous des chercheurs de ouf. Et alors, tu regardes ouais. les papiers, tu regardes les études qui sont faites sérieusement auprès des docteurs en IA. T'en as 40% qui disent que ça n'arrivera jamais. Non, t'en as 20% qui disent que ça n'arrivera jamais. T'en as genre 30% qui disent oui, mais pas avant 60 ans. T'en as 15% qui disent oui, mais pas avant genre 40 ans, tu vois. Et puis, pour le coup, par contre, t'as d'autres chercheurs qui sont tout aussi catégoriques que, tu sais, les extrêmes. L'extrême, ça va Mmh arriver mh. très rapidement. Et t'en as 20 à 25% qui disent ça va arriver dans les 5 ans. Et t'es là, tu fais waouh, les gars. Ouais. Bah, en fait, je sais pas. Franchement, là, c'est un débat beaucoup plus complexe que ça. Mais, déjà, on est encore au débat, qu'est-ce que l'intelligence? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle à proprement parler, elle remet en cause ces questions-là. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, d'un point de vue du boulot, tu vois, moi, je vois ça un peu comme si c'était la deuxième révolution industrielle, comme si on en avait eu qu'une seule avant. C'est-à-dire la première révolution industrielle, elle fait quoi? Elle remplace le travail manuel par la machine. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu faisais mécaniquement à la main, petit à petit, a été remplacé par une automatisation physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qu'on considère comme étant intelligents parce qu'en fait, tu te sers de ton cerveau pour le faire, mais il n'y a rien d'intelligent à remplir un tableau Excel, à faire des slides de présentation ou à faire des trucs comme ça. C'est tout sauf Ça, intelligent. c'est clair. Et c'est assez marrant enfin, marrant entre guillemets, de voir que le burn-out est quelque chose de propre vraiment aux métiers qui utilisent le cerveau. C'est-à-dire que tu as rarement un maçon qui fait un burn-out, quoi. C'est beaucoup plus Ouais. les métiers de bureau, les fonctionnaires, les trucs comme ça où ils galèrent plus. Bon, après, tu as le cadre de l'entreprise, hein, évidemment, je dis pas. Mais en tout cas, c'est ces boulots-là qui amènent beaucoup aussi de maladies indirectes, le fait que tu sois assis derrière ta chaise en permanence, ces trucs-là. Et j'ai l'impression que l'IA va nous libérer de ce poids-là. C'est-à-dire de ce poids de toutes les tâches nulles, parce qu'elles sont nulles, qu'on fait de manière répétitive. Viens pas me dire, quand tu es avocat, que ça te fait plaisir de reprendre pour la 1500e Ouais, fois le même template de contrat que tu réadaptes à ton client, tu vois. Ça t'emmerde. Ah, viens pas me dire que quand tu es comptable, ça t'amuse de refaire tout le temps les mêmes lignes, machin. Au bout d'un moment, ça t'emmerde aussi. Donc, toutes ces tâches-là, ces tâches de petites mains-là, vont disparaître et je pense que c'est très bien parce qu'elles vont permettre une ouverture de la créativité de tout le monde et donc à la place, tu auras plein de petits chefs qui auront une capacité à produire beaucoup plus et à créer et à innover beaucoup plus aussi. Donc moi, je suis très optimiste là-dessus. Maintenant pour bon, ce qui est de mon secteur à moi, en fait, il y a on a les gens sont un peu en mode, l'IA va tout remplacer. Moi, je pense que les contenus longs ont encore beaucoup d'avenir parce que c'est compliqué. En fait, si tu veux, pour qu'elle te remplace, faut qu'elle te remplace à 100. Elle peut pas être bonne à 90.
parce qu'à partir de ce moment-là, ça se voit et c'est pas valide. Par contre, sur les contenus courts, sur les shorts, etc., ça, je sais pas s'ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Parce que Brainwashons encore plus le là, cerveau des gamins. non, mais là Pompons les contenus courts, la dernière seconde d'attention qu'ils peuvent avoir. C'est terrible. non, mais si tu veux un contenu court que tu peux remplacer, un contenu de 30 secondes, ça se remplace, ça peut aller se remplacer rapidement. Je pense, ça peut arriver rapidement d'avoir une, alors il y a Sora qui publie des vidéos en permanence, mais le coût de production derrière est colossal, en fait. C'est-à-dire, c'est joli, mais Ouais, mais c'est c'est inexploitable. comme tout, ça va Hem, baisser drastiquement au fil oui, du oui, temps, bien tu sûr, vois? mais si tu veux, on n'est pas encore à l'étape où, tu peux remplacer 2 heures de contenu sur l'audio, sur le fond, sur la forme, sur tous ces trucs-là, tu vois? C'est trop encore. Mais par contre, sur des contenus vraiment courts, pour des scènes, pour, des images, pour des choses comme ça oui, ça va arriver assez rapidement. Et donc là-dessus, l'IA va être super importante, et je pense pareil pour les créateurs de contenu, ceux qui intègrent l'IA dans leur processus de développement pour de l'analyse et de l'amélioration, mais ça, c'est tous les métiers, seront ceux qui vont écraser les autres. Ceux qui n'utilisent pas les datas aujourd'hui et qui restent juste sur leurs acquis comme ça va se faire lentement, mais ils vont se faire bouffer. Parce qu'à un moment donné, l'autre, il aura un super pouvoir, c'est que avec les datas qu'il aura accumulées avec le temps, même s'il fait rien, il devient meilleur. Moi, je suis entièrement Voilà. d'accord avec toi et on va conclure par là. Si vous ne vous mettez pas à l'intelligence artificielle, vous allez le payer et vous allez le payer cher. D'où The AI Project. Merci pour le passage de balle, Je t'ai mon fait cher la fin Thomas. parfaite. Ah, parfait. Donc ne passez pas à côté de cette opportunité, saisissez-la. On se retrouve sur theaiproject.fr. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et j'aurai le plaisir d'échanger directement avec vous. Il ne me reste plus qu'à remercier Clément pour Ah, ses merci pour réponses qui l'invitation. étaient très complètes, très pertinentes. On a eu un échange qui était vraiment profond, approfondi. Je te remercie encore. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt pour le prochain live. Et voilà. Ciao. Merci beaucoup, bonne soirée.